la presentación y por el acogimiento que se me hace. Vamos para adelante entonces y por supuesto esto va a ser mucho más corto que lo que estaba previsto, pero por supuesto, sí, claro, sí. Ahí estamos. La idea general es presentarles en dos tiempos. Mais je vais passer au français puisque ça va être plus simple. C'est la majorité qui va s'imposer. Je vais vous présenter en deux temps. D'un côté, la philosophie générale qui guide mon travail, et ensuite comment cette philosophie elle-même influence les œuvres sur lesquelles je me suis trouvé mêlé. On va donc passer très rapidement sur une première partie sur laquelle on aura peut-être le temps de revenir une fois, si on a du temps à la fin. Donc les petits castors, on les verra plus tard. Oui, non, mais je te promets c'est long. L'important pour moi, c'est d'insister sur une relation qui me semble très directement ancrée dans la réalité de toutes les sociétés, entre le fait, alors toute société humaine naturellement elle parle, cette caractéristique du langage fait que nous avons une saisie du réel qui est toujours une saisie médiée par la langue, par le discours. Et cette saisie du réel est toujours fausse, puisque justement cette lunette du langage nous induit une perception plus ou moins de ce supposé réel dont parlent les linguistes et même les philosophes, dont on ne connaît pas grand-chose. L'idée globale, c'est que toute société humaine, par le langage, interprète le monde. Par le langage, elle s'est construit une manière de comprendre le monde et donc elle se fabrique. Aujourd'hui, le terme des modes, c'est une narrative. Ça peut être une mythologie, ça peut être une philosophie, etc. C'est toujours une narrative qui explique d'où nous venons, qui nous sommes, à quoi nous ressemblons, qu'est-ce que nous devons faire pour nous reproduire, pour que notre groupe humain puisse retrouver une existence dans le temps. Cette narrative, elle induit de son côté une série de comportements qui pourraient être des lois, des us et coutumes, des habitus, etc., lesquels définissent des institutions. Ces institutions forment donc un package. Là, je vous montre cette image du tableau de René Magritte, la lunette d'approche, puisque c'est à peu près ce que nous savons ou ce que nous croyons savoir du réel. En fait, nous avons tous dans nos narratives ces ciels bleus qui apparemment, et c'est ce que nous voyons par la fenêtre, mais si on a l'honnêteté d'ouvrir la fenêtre, derrière c'est l'abîme, c'est l'inconnu, on n'en sait rien, on ne sait pas grand-chose. Ce qui fait que toutes les sociétés, avec leurs narratives individuelles et différentes, ont le même droit, la même capacité à s'entendre dans un concert aujourd'hui mondialisé, qu'aucune n'a la vérité sur les autres, et qu'il est important de reconnaître cette impossibilité du dialogue, mais aussi le respect que cela impose. Le discours social, donc, aboutit derrière, comme je vous disais, cette histoire de déclencher des institutions, et déclenche aussi ces institutions une occupation de l'espace. L'espace et de ce fait, qui est notre outil principal à nous architectes, nous amène à... Voilà, je vais venir rapidement au schéma pour que vous compreniez comment j'entends les choses. Alors, donc, la parole, le langage nous permet de déclencher, de générer, à partir du moment où on a un groupe social, de générer
cette narrative génère, institue la société elle-même, ses règles, ses lois et ses coutumes. Et cette société, dès qu'elle se sédentarise, elle génère à son tour des espaces construits. Elle anthropise l'espace, obligatoirement. On est des machines à anthropiser l'espace. On a beaucoup de mal, même les Bochimans, enfin le peuple sain, leur vrai nom en Afrique, même eux qui sont des nomades, quand la nuit arrive et qui s'installent quelque part dans la savane pour dormir, ils plantent quatre brindilles dans la savane et ils dorment dedans. Donc ils génèrent un espace, ils fabriquent du sens avant de pouvoir continuer le lendemain. Donc l'hypothèse que je défends et que je vais essayer de vous montrer ici, c'est que le langage génère les institutions génèrent du bâti, et le bâti génère à son tour le retour de la narrative. Donc, pour moi, une ville, c'est du texte. Tout ce qu'on construit, c'est le discours de la société qui s'applique à l'espace. Nous, les archis, on parle toujours d'architecture en termes d'objets matériels. On sait par ailleurs qu'un bon projet est toujours un bon archi, un bon maître d'ouvrage et surtout un bon programme. Un bon programme, c'est justement cette prise de conscience de là où nous allons intervenir. C'est la prise de conscience du fait qu'on va venir dans un déjà là, comme disait Pierre tout à l'heure, dans un réel existant, toujours préexistant. On n'est pas des artistes, on n'invente rien, on est toujours dans quelque chose qui existe, qui nous précède et qu'on va venir reconstruire, un peu comme le bateau de Thésée. On va le remplacer pour que ça reste le même, tout en le faisant évoluer naturellement comme la société elle-même. Donc, avant de parler technique, avant de parler murs, poteaux, structures, façades, etc., il faut qu'on comprenne le premier matériau de l'architecte, qui est le site. Un architecte ne réfléchit jamais, ne travaille jamais dans l'abstrait. C'est absurde, ça n'a aucun sens. On travaille toujours avec, d'abord, le site. Comment j'arrive à tout ça en Martinique? Alors, rapidement, pour que vous compreniez, la Martinique, dans mon analyse très humble et très personnelle, est composé des 4 grands groupes qui dominent le pays, chacun à sa manière. On a dans un premier temps, tout premier temps, les colons blancs qui arrivent, conquièrent le sol, s'installent dans le dos du gouvernement français. Derrière ça arrive le gouvernement français, l'État, pour essayer de mettre un peu d'ordre dans quelque chose qui lui échappe en permanence. Derrière ça, ils font venir des esclaves, principalement d'Afrique noire, qui est donc le 3e groupe, et le 4e, qui est un peu la conséquence de cette histoire, qui sont les libres des couleurs. C'est d'abord les gens de couleur qui deviennent par la suite libres pour des questions sociologiques qu'on pourrait développer. Mais ces 4 groupes, naturellement, ils ne se connaissent pas, ils ne se parlent pas, ils ne se mélangent pas, et surtout agissent dans notre pays de manière autonome en essayant de ne pas trop déranger les autres dans une sorte de société de cohabitation, pour paraphraser ce que disait Jacques Petit-Jean Roger, qui parlait de la société des plantations à la Martinique comme étant une société d'habitation. Moi j'ai dit que nous on est devenu une société de cohabitation. En 1848, à l'abolition de l'esclavage, la plupart des gens qui étaient jusque-là des esclaves ont refusé de tomber dans le piège que leur tendait le capitalisme, de revenir bosser dans les mêmes usines, chez les mêmes patrons, mais cette fois-ci non pas en tant qu'esclaves, mais en tant que salariés, ce qui, du point de vue du quotidien, était une dégradation énorme de la qualité de vie et de la capacité de se projeter dans l'avenir. Et donc, cette population qui refuse de s'installer dans la logique salariale que le capitalisme veut mettre en place,
va partir ici à la Martinique, dans les Mornes, sur les Mornes, va quitter les terres basses dans lesquelles s'est déroulées jusque-là toutes les activités. Ils vont essayer de conquérir les terres hautes des Mornes, des terres assez pauvres, assez difficiles d'existence. Mais ces gens-là vont vivre à l'extérieur de tout. Pourquoi je vous raconte ça? C'est parce que dans l'hypothèse que je développe et que j'essaye de vous montrer aujourd'hui, c'est l'intervention sur Volga-Plage à un moment donné. Volga-Plage est un quartier, un bidonville des Fort-de-France, dans lequel sont arrivés la plupart de ces gens des Mornes, de ces gens qui habitaient jusque-là dans les Mornes. Une fois que la société sucrière s'est tarie, ces gens-là ont été un peu poussés vers la ville comme dernier recours pour essayer de survivre. Et quand ils arrivent en ville, ils arrivent avec une vision qui est la leur et qui a été façonnée pendant un siècle à l'écart du reste de la Martinique. C'est-à-dire qu'alors que la Martinique, après l'abolition de l'esclavage, avait fonctionné avec les mulâtres, avec les blancs, les colons, avec l'État, a développé une nouvelle idéologie qui était celle de la République, mélangée avec celle du développement du capitalisme, etc. Ces nègres qui habitaient dans les Mornes vivaient un peu à l'écart de tout, développaient une culture de manière inconsciente, mais sans pour autant générer une communauté, une collectivité. Et ce sont ces gens, pour une grande partie d'entre eux, qui débarquent dans les bidonvilles dans les années 60. Quand j'interviens sur Volga-Plage, pour essayer de faire un aménagement, parce que l'État pris des paniques, qu'il y avait des gens qui vivaient dans des conditions qui n'étaient pas acceptables pour eux, nous demandait de faire quelque chose, je vais revenir dessus. Je demande, comme d'habitude, dans ce genre d'opération, je m'associe avec des gens qui m'apportent les compétences que je n'ai pas, et en l'espèce des sociologues, des anthropologues et autres qui ont fait des enquêtes. Et l'une des merveilles que l'anthropologue William Roll me ramène de Volga-Plage, c'est une image de l'intérieur d'une de ces maisons, voilà, qui ressemble à ça. Ça m'a fait penser à quelque chose. Enfin, c'est assez incohérent quand vous voyez la pauvreté dans laquelle tous ces gens-là vivent et la situation difficile entre l'eau, les inondations, etc., la densité, d'imaginer qu'il y a ce foisonnement des choses. Et ça m'a fait penser à un espace magico-religieux. Et quand on pense espace magico-religieux, je me suis rappelé à ce moment-là d'une phrase que Lévi-Strauss développe dans Triste Tropique, quand il raconte l'histoire des Salésiens qui essayent de ramener les Bororos, les Amérindiens de l'époque, à la croyance du catholicisme. Ils les font venir, ça c'est un Bororo actuel pour que vous voyez qu'ils ont quand même survécu à l'affaire. Voilà à quoi ils sont. Et les Salésiens faisaient venir les Bororos dans leur mission. Ils leur faisaient apparaître des vierges derrière les arbres, leur faisaient les miracles habituels, etc. Et à partir d'un certain moment, les Bororos, au bout d'une semaine de remplissage de crâne, ils s'étaient convaincus que la Vierge Marie et tout ça, c'était la meilleure solution pour leur avenir, pour l'avenir de leur âme. Sauf que quand ils rentraient chez eux, et revenaient la semaine d'après ou le mois suivant, ils avaient complètement oublié la Vierge Marie et le pape, quoi. Et donc les Salésiens s'est posé la question, ils disaient, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi des gens qui avaient été si convaincus, si solidement convertis, tout d'un coup, ça arrive. Et en analysant, parce que les Salésiens sont loin d'être des imbéciles, ils ont analysé la question, et la première chose sur laquelle ils arrivent, la première conclusion forte, c'est que la rentrée dans le village, ça c'est l'émission des Salésiens, et ça c'est le village des Bororos. Lévi-Strauss explique que justement la rentrée des Bororos dans leur village, le fait que de manière naturelle ils retrouvent leurs espaces, faisait qu'immédiatement leur cerveau faisait reset
dans la tête, bzoup, il se remettait dans le fonctionnement et dans le système Bororo de compréhension du monde. Donc, voilà, ça c'est les villages Bororo encore aujourd'hui. Voilà le plan tel que le décrit Lévi-Strauss. Et il insiste pour dire, voilà, c'est comme si la distribution circulaire des huttes autour de la maison des hommes était d'une telle importance à ce qui concerne la vie sociale, la pratique du culte, que nos braves Indiens furent tout de suite désorientés par rapport au point de vue cardinal. Parce qu'en fait, les Salésiens, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont construire des petites maisons en ligne à côté de la mission, ils vont ramener les Indiens dedans et ils vont détruire le village des Bororo. Et de cette manière, les Indiens vont perdre ces repères dans lesquels ils avaient évolué jusque-là. Donc, privés du plan du village, ils perdent le sens des traditions. Et sur cette idée-là, ces mélanges d'espaces magico-religieux que je retrouve à Volga, sur les cases de Morne, etc., j'ai pu faire le lien et comprendre, faire en tout cas l'hypothèse, que les cases des Mornes à Volga-Plage procédaient du même fonctionnement. Je m'explique. Alors, pour la forme, pour la partie architecturale pure, c'est matière, portes, fenêtres, toiture et compagnie, je vous réfère à cet ouvrage magnifique qui est un peu notre référence, notre Bible à nous, architectes, dans le coin, puisqu'il n'y a pas grand-chose d'autre, mais c'est un ouvrage superbe dans lequel, justement, Jacques Berthelot et Martine Gommet décrivent ces cases dans la manière plastique et dans leurs caractéristiques matérielles. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de l'autre côté, c'est la partie comment elles fonctionnent dans le monde. Les maisons sont assez simples. En général, c'est ça. C'est une véranda, un salon, une chambre à coucher. La véranda, curieusement, pour les Blancs qui arrivent ici, elle est toujours tournée sur la route. Les routes ici sont des routes de traces, ce qui veut dire que les terrains sont toujours en pente vers le bas à partir de la route. Donc quand vous faites votre maison, que vous la tournez véranda sur la route, vous tournez le dos à ce que les Blancs appellent le paysage, qui trouvent ça magnifique. Ils disent, mais ces gens sont cons, ils ont un paysage de dingue, et au lieu de se tourner vers le paysage, ils sont là tournés sur la route. Un jour, on l'expliquera, la question du paysage en détail. Mais de fait, la maison est tournée vers la route, puisque c'est l'espace social. C'est l'espace de la rencontre, c'est l'espace du lien avec les autres. Et la véranda est le lieu dans lequel tout se passe. C'est-à-dire, vous entrez chez des copains, et ça s'arrête à la véranda. C'est là que ça se passe, c'est là qu'on tape le domino, c'est là qu'on discute, c'est là qu'on va prendre des nouvelles de la famille et tout le reste. Jamais vous allez passer à la deuxième étape, qui est ce salon, et moins encore à la chambre à coucher où se trouve la petite Vierge pour faire les prières du soir. De fait, l'espace du salon est un monstre de mise en scène. Vous savez que la plupart de ceux qui ont des familles en Martinique connaissent ces espaces parce que leur grand-mère, où ils ont toujours quelqu'un, une tati, qui a un espace comme ça. En général, s'il y a un salon, il est plein. Il y a toujours des fauteuils et des salles à manger et des buffets qui sont trop grands. Il y a toujours des poupées qui occupent l'espace. Il n'y a jamais un espace pour le vivre. C'est vraiment, ça fonctionne comme une mise en scène. Voilà, il y a toujours, c'est curieux, mais là, toujours les images de la princesse blanche, ces vases à fleurs qui débordent de partout, et surtout ces vitrines avec des sujets en porcelaine blanche. Dans le public, quelqu'un a déjà vu ça? Bon. Mais donc, c'est... voilà. Et si je vous montre ça, c'est parce qu'il se passe quelque chose d'assez terrifiant qu'on découvre donc à l'époque avec William, c'est que ces nègres, l'hypothèse que nous faisons, c'est que ces nègres, en rentrant chez eux, malgré toute la société qui leur tourne autour, qui leur tend les bras et qui essaye de les attraper pour les convertir au monde moderne, quand ils rentrent chez eux,
ils traversent cet espace et leur tête fait reset. Donc, c'est de la même manière, hein, je reviens à mon schéma, c'est-à-dire que la narrative déclenche des institutions, des règles, des lois, lesquelles génèrent un espace bâti, et l'espace bâti, à son tour, ramène la pensée à sa narrative d'origine et l'entretient. C'est une boucle. Et ce qui me fait croire, en tout cas j'ai la conviction profonde, que quand on touche à l'espace, on ne peut pas le faire sans comprendre quelle est la narrative en jeu, qu'est-ce qui est en jeu dans cette affaire qu'on va venir à un moment donné toucher ou faire tourner. Naturellement, la plupart de ces gens demandent la même bien-pensance qui s'indigne d'avoir des logements un peu pourris, trouvent que ces gens-là, ils ne peuvent pas continuer à vivre dans ça, et on les amène dans des HLM. Les HLM, c'est quelque chose d'assez bien à la Martinique, parce que ça a amené un certain confort, un certain nombre d'avantages pour ces gens-là. Et en gros, on trouve les mêmes espaces. On trouve toujours un salon, une véranda, puisqu'à la Martinique, on a obtenu que le balcon financé par les HLM en métropole puisse être transformé ici en véranda. Puisqu'on a parlé de la véranda, on a bien fait comprendre aux Blancs que la véranda était notre espace de fonctionnement principal. Sauf que, si vous avez suivi mon développement, pour aller à la véranda, maintenant, il faut traverser le salon. Et si vous devez traverser le salon pour aller à la véranda, vous ne pouvez plus bâtir votre espace magico-religieux dans le salon. Et ce qu'on trouve quand on va dans les HLM dans lesquels se trouvent ces gens-là, en général, c'est un salon vide par lequel on passe pour aller à la véranda, puisqu'on continue à aller à la véranda, toujours, c'est l'espace de vie. Cet espace-là que les Blancs nous ont vendu, voilà à peu près, c'est l'affaire. Cette maison-là, elle est un modèle de l'Occident moderne du début du XXe siècle. Elle-même ne sert même pas aux Blancs aujourd'hui. Elle est construite sur l'idée que la famille, c'est une famille nucléaire, hein, papa, maman et les deux enfants, et qu'on prétend remonter jusqu'aux origines du temps parce qu'on trouve des tombeaux dans lesquels les deux parents, soi-disant, sont enterrés avec leurs deux enfants. Voilà, en gros, à quoi nous devrions ressembler tous. Et finalement, c'est là qu'on les a mis tous là-dedans, voilà, pour en faire ce que vous savez, voilà, etc., etc. Voilà. C'est là que nous sommes aujourd'hui. Parce que ce qui est important de comprendre, à nouveau dans mon affaire, c'est que je n'ai pas inventé cette idée d'espace qui conditionne. Ça a été élaboré par des gens comme Lefebvre, même Le Corbusier, quand il raconte que dans ces unités d'habitation, il fait les chambres à coucher petites pour que les gens ne restent pas et pour qu'ils sortent de l'appartement, qu'ils aillent dans les espaces sociaux. C'est une idée qui, pendant un certain temps, a mobilisé l'architecture du monde moderne. Sauf qu'on s'est rendu compte que ça n'avait pas les bénéfices qu'on comptait tirer. Et on a balancé la théorie que je récupère suite aux études de l'école de Palo Alto et d'autres études faites dans les années 70, en me disant, c'est pas la peine de tout jeter, le bébé avec l'eau du bain, l'idée est bonne, il faut simplement intégrer que l'espace fonctionne en négatif. C'est-à-dire que autant vous mettez les Bororo dans un appartement, 2 pièces cuisine, ils ne deviendront pas une famille petite bourgeoise, mais en tout cas, ils ne pourront pas être des Bororo. Et donc, cette violence que l'espace peut faire sur un groupe social, sur une famille, sur quoi que ce soit, elle est déterminante pour la santé des gens et pour la manière de fonctionner. Donc, si on ne comprend pas ça quand on intervient en faisant de l'architecture, que vous la fassiez en bambou, que vous fassiez en bois, que vous la fassiez comme vous voulez, vous êtes à côté de ce que la société attend de vous. Donc, je vais vous raconter un peu comment ça, dans mon travail, se répercute. Alors, la première des choses, quand on a trouvé cette histoire des vérandas dans les HLM, on est allé voir les sociétés HLM. On est allé avec notre PowerPoint, on a expliqué au directeur de société HLM toute cette histoire, les histoires des Bororo et tout ça. Ils étaient enchantés, ils ont trouvé ça magnifique, merveilleux.
Et on leur a dit, voilà, il suffirait que vous fassiez une entrée par la véranda, une deuxième entrée éventuellement, si vous voulez garder la première, une deuxième, quitte nous, on proposait qu'il y ait juste l'entrée par la véranda. Et on gardait le même appartement, la même chose. Naturellement, ils nous ont remerciés pour l'effort d'explication et tout ça, et ils ont fermé la porte derrière nous, et ils ont continué à faire leur truc comme ils savaient. Deuxième exemple de comment cette manière de voir le monde, de comment comprendre ce qui doit être un programme qui est toujours inséré dans un site, qui est toujours inséré dans une narrative sociale et dans un projet de société. C'est une maison qui... Voilà, ça c'est l'autre versant de notre merveilleux projet d'aménagement du monde. C'est-à-dire qu'on a ou bien les HLM ou bien des lotissements. En l'espèce, je tombe sur un lotissement, j'ai un client qui vient me voir, qui me demande, vous savez comment sont les clients d'habitude, ils viennent tout petits avec leurs demandes, monsieur l'architecte, etc. En général, au bout d'un moment, quand ils arrivent à se dérider, la petite dame sort un dossier dans lequel il a des découpes de journaux, des tas de trucs qui montrent comment elle voudrait que la maison soit, à quoi elle doit ressembler, etc. Et dans le cas en question, ils viennent même avec un plan, ils font un rectangle dans lequel ils mettent plus ou moins la maison comme ils voudraient qu'elle soit. Ils nous montrent même un escalier d'un voisin, ils aimeraient que ce soit comme ça. Bon. Donc je les écoute avec beaucoup d'enthousiasme et de respect. Oui, c'est bien si ça me permet de gagner 5 minutes. Merci David. Je les écoute parler. C'est un couple, ça tombe bien, c'est un couple bourgeois classique avec leurs 2 enfants, deux petites filles à un âge assez jeune. Et ils ont des tas d'idées sur leur maison. Ils voudraient une maison d'architecte. C'est déjà une démarche de moins en moins habituelle. Et donc, plutôt que de leur dire que leur démarche n'a pas beaucoup d'intérêt avec les découpes journal, etc., je leur dis, écoutez, on va faire pendant 1 mois et demi, 2 mois, vous allez partir d'ici avec des carnets, et pendant 1 mois, 2 mois, vous allez vous voir vivre, et prêtez attention à ce que vous faites quand vous vivez. La manière dont vous vous brossez les dents, la manière dont vous... Et vous allez vous demander à chaque fois, qu'est-ce que vous auriez aimé trouver, qu'est-ce que vous auriez aimé voir, qu'est-ce que vous auriez aimé sentir comme odeur, etc., à chacun de vos moments de vie. Et donc, on a construit comme ça, pendant 2 mois de réflexion sur eux-mêmes, pendant lequel je débarquais un jour chez la petite famille, un lundi matin à 7 h. Pour ceux qui connaissent la Martinique, un lundi matin à 7 h, on a toute la merde du week-end qui traîne partout dans la maison, et on a les enfants amenés à l'école, on court dans tous les sens, tout le monde est à la bourre. Et donc, quand ça sonne chez eux, la petite dame qui m'accueille me dit, s'il vous plaît, pas maintenant, venez plus tard. Je dis, non, justement. Donc, je rentre, je prends des notes de tout, etc. Et on aboutit justement à une réflexion assez intéressante, qui est que la famille a un fonctionnement dans leur tête qui ne correspond alors absolument pas à ce qu'ils avaient imaginé dans un premier temps. Le rectangle ne colle plus, et on se rend compte qu'essentiellement, il n'y a pas de salon dans leur vie. Il n'y a pas besoin d'un lieu dans lequel tout le monde se retrouve tout le temps pour essayer de voir qui va avoir la télécommande à la main. On trouve plusieurs espaces dans lesquels des fois les filles entre elles, des fois le père avec la fille va travailler sur un dossier. Et donc on commence à imaginer les choses et on aboutit finalement à quelque chose, voilà, qui ressemble à ça. Depuis la route, aujourd'hui on ne la voit plus parce que la végétation a poussé, a envahi les trucs. Mais voilà sur le plan à quoi ça correspond. Quand on a commencé la construction, les ouvriers, à un moment donné, m'ont dit, mais monsieur l'architecte, vous êtes sûr de ce que vous faites là? Parce que on faisait des fondations là, on faisait une piscine au milieu de tout ça et on comprenait, personne ne comprenait. Du coup,
ce qui est important de retenir dans cette affaire, c'est qu'il n'y a pas de dents dehors. Cette maison, vous voyez à l'entrée, est-ce qu'ici j'ai doigts? Je ne peux pas. Non, un pointeur, tu as ça? Ah ouais, super. Le jaune. Hop. Voilà. L'entrée est là. On rentre, on descend les escaliers et on est dehors. Donc, première chose curieuse, quand vous arrivez dans la maison, vous entrez et vous sortez au même temps. Et deuxième chose intéressante, c'est qu'au lieu d'avoir un salon au milieu qui regroupe tout le monde, on trouve plein de pièces, des espaces indépendants, chacun a des dimensions différentes et des fonctions différentes qui organisent la vie de la famille à différents moments. Je vais vous montrer rapidement. Voilà, ça c'est l'entrée. Aujourd'hui, ça. Bon, je ne suis pas responsable des pots de fleurs, ni de l'orange, mais vous voyez l'entrée dont je vais vous parler. Si vous vous présentez devant, voilà ce que vous arrivez. Vous entrez, vous sortez. Et en fait, en face de vous, vous avez la forêt. Voilà, en gros. Voilà, vous voyez même des espaces, des petits alcôves. Vous savez que la maison est pleine de coins dans lesquels la famille peut à différents moments et même simultanément se retrouver par petits groupes ou autres. Et quand ils veulent recevoir du monde, ils ont l'avantage, je passe rapidement, ça c'est l'extérieur. Voilà. Voilà. À l'étage, donc l'espace central que vous avez vu, qui est ces grands vides par opposition au salon centripète, là on est dans un espace plutôt d'accompagnement et de liaison. À l'étage, ils ont des chambres chacun et ce sont des studios. Chaque chambre est un studio en fait. Donc les filles ou les parents peuvent vivre en autonomie, même pendant un long week-end. Quand les filles prennent par exemple la maison parce qu'ils invitent les copains, etc. Et ils ont leur vie voilà, à l'étage, avec la kitchenette, etc. pour chacun d'eux. Et toujours cette idée où il n'y a pas de vie de nuit ou de jour. La vie des studios, si vous avez des enfants, vous savez que les enfants s'enferment dans leur chambre, reçoivent leurs copains dans leur chambre, vivent leurs affaires dans leur chambre. Ce n'est pas une chambre à coucher. Donc voilà en gros. Alors je passe vite à autre chose parce que sinon on ne sera jamais dans les temps. Une des choses qui m'avait... Alors j'ai eu la chance avec cette maison d'être primée, exposée. Il y a eu une exposition à Paris, 40 architectes de moins de 40 ans. Ça fait longtemps quand vous me voyez aujourd'hui. Et le journaliste qui était venu pour faire un sujet sur la maison m'a amené dans ce séjour-là. Et il m'a installé dedans, a foutu la caméra sur moi et sur le mur du fond. Il m'a dit, écoutez, vous êtes dans un terrain de dingue, avec un paysage merveilleux, et on est dans le salon, enfin, ce qu'il a interprété, lui, comme étant le seul salon, le seul qui ressemblait un peu à un salon dans la maison, et on ne voit pas la mer, me dit-il. Et il était désespéré de ça. Mais là aussi, je reviens un peu sur cette histoire du paysage. Le paysage, pour les Blancs, c'est quelque chose qu'ils ont inventé au moment où ils ont inventé avec la modernité le sujet au centre de la société. Le sujet qui regarde, il est toujours en face de quelque chose, que ce soit au théâtre ou ailleurs, et il est face au paysage, et du coup, il est à l'extérieur du paysage. Il n'y est pas dedans. Le paysage, c'est quelque chose d'extérieur que les Blancs ont inventé. C'est quelque chose qui ne se passe pas là où vous êtes. Et donc, moi, ça ne me semblait pas intéressant du tout de célébrer du paysage alors qu'on était dans une autre logique. Et d'autant que le paysage, enfin, la mer, on la voyait de partout dans la maison. Il y avait juste le salon. C'était la manière de faire entrer le salon, la forêt dans le salon. Alors, je ne veux pas développer. Alors, si je vous montre ça, c'est pour vous montrer le fonctionnement de la maison, pas la maison elle-même, même si on est toujours content en tant qu'archi de faire une belle image. Mais vraiment, j'ai horreur des images d'archi, parce que ce n'est pas ce qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est, comme je vous disais, la manière dont ça fonctionne.
troisième exemple de la manière dont cette façon de voir les choses a influé sur mon travail, Volga Plage même, dont je vais vous parler tout à l'heure. Alors Volga, quand on m'a demandé d'intervenir sur Volga, j'ai compris que j'avais affaire à quelque chose de beaucoup plus compliqué que juste un bidonville qu'il fallait aménager, assainir, etc. Et m'appuyant sur cette idée que la forme de l'espace correspond à une forme de société, je suis allé chercher dans les espaces fabriqués par l'humanité ailleurs, à quoi ça pouvait ressembler Volga Plage. En fait, Volga Plage ressemble terriblement au faubourg du Moyen-Âge. Et je me suis rendu compte, en faisant des recherches à partir de là, que les innovations techniques dans l'agriculture qui avaient généré l'apparition de ces faubourgs, le système, les nouvelles technologies, le développement de l'industrie et du commerce, la pacification de l'espace et la croissance démographique correspondaient grosso modo aux mêmes situations dans lesquelles on s'est trouvé pour les bidonvilles. Et donc l'hypothèse qu'on fait, c'est de dire, voilà, c'est un quartier qui correspond en gros à la même démarche. Les faubourgs au Moyen-Âge, vous savez, ce sont au moment... Alors, les paysans, voilà, au Moyen-Âge, les campagnes, les gens sont poussés vers la ville. Enfin, on va passer sur ça rapidement parce qu'il y a pour 2 heures. Ça, c'est pour le clin d'œil, pour ceux qui connaissent, les Monty Python. Mais en gros, les faubourgs, c'est dans les forêts, dans les villes fortifiées du Moyen-Âge, les gens qui étaient délaissés par la campagne, les gens qui... Cette nouvelle classe sociale qui apparaissait, le monde médiéval était organisé de manière très simple, avec les orantes, c'est les gens qui prient, les pugnantes, les gens qui combattent, et les laborantes, les gens qui bossent. Pendant 1000 ans, la société a fonctionné en gros autour de ces 3 classes. Lorsque cette pacification, cette évolution technologique et sociale va faire basculer le Moyen-Âge sur le début de la Renaissance, apparaissent donc ces incrustations des maisons à côté des villes médiévales, ces foris burgus, comme on les appelait, des bourgs à l'extérieur des bourgs, voilà, et qui correspondent, voilà, les petits à chaque fois autour de la grande ville. Et pour peu qu'on accepte de jouer le jeu de la ressemblance, on est dans la même situation que Volga Plage, Texaco ou autres par rapport à Fort-de-France. Alors, on considère donc que le faubourg, l'analyse qu'on peut, l'avantage de faire l'analyse à ces moments-là sur quelque chose qui a déjà existé, qui a déjà évolué, c'est que ça nous permet de tirer des hypothèses sur la manière dont ça fonctionne Volga Plage, dont elle peut éventuellement évoluer plus tard. Et donc la conclusion, c'est que le faubourg, qui est le bidonville du Moyen-Âge, est une sorte de clone mutant de la ville, et en l'espèce, c'est là que va se générer dans la tentative d'une société égalitaire, solidaire, basée sur l'artisanat, le commerce de proximité, qui va finalement sombrer sous le coup du capitalisme bourgeois, qui va émerger en même temps et derrière. Donc nous, on fait le parallèle, on va passer vite ça, parce qu'on a pour 2 heures sinon. Mais les mêmes bidonvilles apparaissent au même moment dans l'ensemble du monde occidental. C'est toujours à partir des années 50-60 que ça se développe. Ils ont tous la même forme urbaine, curieusement. Ils génèrent tous à peu près le même type d'architecture en termes d'enveloppe, à peu près les mêmes surfaces, ce qui est quand même curieux. On pourrait imaginer que dans certains endroits, les cases des bidonvilles fassent 10 mètres sur 10 et dans d'autres 3 sur 3. Mais en gros, on trouve à peu près les mêmes structures. Ça, c'est Volga Plage. Voilà. Et ça, c'est Volga Plage quand ça s'effondre, le début de l'affaire. Et ça, c'est quand on arrive, nous, dans une densité monstrueuse. Voilà. Donc, l'hypothèse que nous faisons, c'est que c'est une société vivante, que c'est une société cohérente, que c'est une société en mouvement, que c'est une société en évolution. Et on essaye de comprendre qu'est-ce qui se passe, pourquoi la société, tout d'un coup, a bloqué dans son évolution. Et c'est qu'on finit par comprendre, après des enquêtes, ça a duré des mois et des mois de travail,
on a fini par comprendre que le problème des Volgas, je passe tout ça vite parce que c'est pareil, c'est que le quartier, à partir de la conquête du sol, les familles qui arrivent fonctionnent dans une solidarité, elles se connaissent entre elles, elles s'entraident, elles font tourner et surtout, elles réinvestissent l'économie de leur famille dans le quartier. C'est-à-dire que quand il s'agit de construire, d'agrandir une maison, de faire une chambre supplémentaire, de refaire une toiture, ils ont recours à leur économie d'épargne qu'on appelle ici le sous-sous, ou une tontine, ce qui fait que l'argent du quartier reste dans le quartier. Ça permet de rénover en permanence et de ces faits, le quartier n'a pas besoin d'aide extérieure parce qu'il se suffit à lui-même. Sauf que quand vous avez vu tout à l'heure comment le quartier a été à la fin envahi par de nouvelles vagues de populations arrivantes, etc., les familles du départ ne se connaissent plus. Enfin, ils sont loin. On est déjà à la deuxième génération, voire troisième génération. Ils ne se rappellent plus de qui est qui. Ils sont séparés par des nouveaux arrivants qui sont plus bruyants, qui ont d'autres idées dans leur tête, etc. Et le sous-sous s'est tari. C'est-à-dire que tout d'un coup, l'économie qui avait fait tourner le quartier jusque-là s'arrête. Elle part sur les circuits officiels. C'est que les gens qui ont de l'argent à l'épargner, ils vont le mettre sur le livret A, sur les banques traditionnelles. Et en même temps, ces gens-là n'ont pas accès à ces crédits puisqu'ils ne sont pas propriétaires du sol et que naturellement, les banques officielles ne reconnaissent pas dans la capacité de remboursement d'un gars qui habite dans un bidonville un investissement sûr. Et du coup, c'est pour ça que le quartier se dégrade. Et donc, plutôt que de faire une proposition d'aménagement du quartier, qui eût été un massacre, parce que vous savez qu'en France, pour transformer ça en lieu officiel réglementaire, il faut que chaque terrain, il faut d'abord faire un lotissement. Donc, les occupations, parce que les uns ont le cabri qui sont sous la maison des autres, les poules sur la terrasse du voisin, on passe chez l'un pour aller à la maison d'un troisième. Et donc, la France impose des bornes. Il faut des terrains bornés. Voilà. Il faut que chacun soit chez soi. Et donc, déjà, le fonctionnement de quartier, il est impossible à découper. Deuxième problème, il faut que chacune de ces bornes, de ces terrains que vous identifiez, soit accessible à une ambulance et un camion de pompiers, en plus d'être alimenté par de l'eau, l'électricité, etc., etc. Donc, si vous voulez transformer ça en quelque chose où le camion de pompiers arrive devant chaque maison, ce qu'on fait d'habitude dans ces cas, c'est on rase, on fait des saignées au milieu de tout ça, on fait un désastre et ça ne ressemble plus à rien. Donc la proposition que nous avons faite à l'époque, c'était de dire oubliez ça, respectez le quartier, ils se sont construits jusque-là tout seuls, aidez-les à continuer à se construire tout seuls, acceptez de fermer les yeux sur votre soi-disant désespoir qu'on soit si sale, si mal logé, etc. Faites confiance au quartier. Volga Plage, c'est un clone mutant de la ville. Venise était au départ comme Volga Plage aujourd'hui. Laissez-la vivre. Acceptez simplement d'apporter dans le quartier une garantie pour que le système d'économie reprenne à l'intérieur du quartier. Il suffisait juste de faire venir une banque coopérative qui accepte de jouer le jeu et le quartier allait se développer de soi-même. Naturellement, encore une fois, l'État a dit mais c'est pas possible, il faut pouvoir nettoyer tout ça, c'est de l'habitat indigne. Résultat, voilà, 40 ans plus tard, on est au même stade. Et rien ne se passe, le quartier est au même niveau et aujourd'hui, les gars du quartier ont rompu complètement avec les politiques, ils se sont pris en main, ils sont en train de développer quelque chose tout seul. On va, je crois, visiter demain soir le think tank. Ce soir? Non, c'est demain soir, je crois. Enfin bon, c'est ce soir. Vous allez savoir le moment venu. Mais en l'espèce, on va aller les voir et on va voir la dynamique qui s'est créée par eux-mêmes. Donc je passe rapidement au quatrième. Voilà.
On laisse tout ça parce que sinon moi j'avais compris que ma masterclass c'était sur la semaine complète, c'est pour ça. Alors voilà, on avance. Je passe à mon... Alors, cinquième exemple de comment la manière de comprendre la pratique de l'architecture influence mon travail. Le lycée Schœlcher, c'est un monument de l'architecture moderniste qui tombait en ruine. Voilà, là, vous avez des photos d'époque. C'est l'architecture des 1930, des architectes des colonies. C'est l'arrivée du béton, l'arrivée de l'architecture pré-moderne. On est post-art déco, pré-moderne. Voilà. Mais c'était, voilà, en gros, le lycée Schœlcher tel qu'il a été conçu et construit dans les années 35-40. Retenez ça parce que c'est cette image-là. Alors, cette image-là est dans la mémoire de toute la Martinique parce que le lycée Schœlcher, ce n'est pas n'importe quel lycée, c'est le premier lycée laïque de la Martinique. On est dans la première école que les francs-maçons obtiennent de l'État pour sortir de l'obligation de l'Église, des frères de Pleuhermel, des sœurs de Cluny et de tous ces fatras religieux. Et donc, c'est un vrai combat des mulâtres pour la République et pour la laïcité. Et c'est le lycée qui a été à l'origine à Saint-Pierre, suite à l'éruption de la Pélée, transféré à Fort-de-France. Ça, c'est une autre histoire. Mais en gros, vous voyez à peu près quels sont les éléments d'architecture de ces lycées. Ce qui est important, ce sont ces 7 blocs. Et plus que les blocs, vous verrez tout à l'heure, c'est les pignons. Alors, je faisais à l'époque partie de l'association de défense de l'architecture moderniste. Il me reste encore 5 minutes. Messieurs les organisateurs, ils discutent entre eux, donc je profite, je me glisse. Voilà le lycée tel qu'il était quand ça tombait en morceaux. C'était une ruine vivante. Il y a eu même des accidents qui auraient pu être beaucoup plus graves. Donc l'idée générale, c'est qu'il faut reconstruire le lycée. À l'époque, c'est le président Marie-Jeanne, indépendantiste, comme tout le monde sait, qui est en charge, qui prend enfin la décision de reconstruire le lycée. Et dans le programme qu'il nous propose pour faire la reconstruction, qui est un programme hyper bateau, copié-collé d'un programme pour un lycée en métropole, sans aucune réflexion sur le système éducatif ou sur quoi que ce soit, il dit essentiellement qu'il faut raser toute trace de l'ancien lycée, puisque c'est l'architecture coloniale, puisque c'est les méchants, et que donc on ne veut rien. Donc, avec mon confrère et ami Alain Nicolas, nous gagnons le concours pour faire ces reconstructions, et malgré tout, on propose de conserver les 2 petits bâtiments de l'entrée, puisqu'on se dit on va faire quand même un lien avec le passé. C'est-à-dire que malgré... je me voyais mal, moi, avec ma théorie sur le site, sur le déjà là et compagnie, céder à cette idée de tout raser. Et donc, on gagne ce concours avec ce projet. Voilà. Mais, vous connaissez aussi l'histoire, Marie-Jeanne nous demande de déposer le permis de construire, et Letchimy, qui est maire de la ville de Fort-de-France à l'époque, refuse le permis, considérant que ce projet ne sert à rien, puisque c'est une barre et que ça ne respecte pas l'architecture traditionnelle. Donc, nous revoilà ramenés à nos études. On rentre bien malgré nous. Et, sauf que 3 mois plus tard, Letchimy, le maire de Fort-de-France, refusant le permis, se retrouve à la tête de la région et devient président de la région lui-même. Et du coup, trouve sur son bureau le dossier du lycée Schœlcher. Et donc, que faire, puisque lui, il a refusé. Et donc, il nous appelle, il nous demande de faire un nouveau projet, tout en sachant que c'est un projet européen, et qu'un concours européen, qu'on ne peut pas trop modifier les choses. Et donc, je vous passe les détails. Alain Nicolas se fâche parce qu'il considère qu'on veut le sortir du projet, et que ceci et cela. Le fait est que le président Letchimy
finit par me demander formellement de m'occuper, de faire un nouveau projet qui tienne compte cette fois-ci du site. Et donc, voilà comment la question va se poser. Je vous ai montré tout à l'heure, là on voit que dalle, c'est bien. Mais en gros, voilà, vous voyez sur le plan de masse les pignons des bâtiments que vous avez vus tout à l'heure. Et donc, je considère que c'est ça les éléments majeurs qu'il faut conserver, puisque c'est ce qui est vu depuis la ville, c'est ce qui est vu depuis la mer. Le lycée Schœlcher fonctionne comme un amer, c'est un point de référence pour les bateaux et pour les avions arrivant dans la baie. Et donc, je décide de garder ça, de garder ces éléments-là, et le mélanger avec le projet qu'on avait nous, avec un lycée qui était organisé sur le plateau, on va parler de ça pour la fin de mon affaire. Et donc, j'ai fait un mix des deux sur les 3 terrasses existantes. On voit toujours que dalle, mais ce n'est pas grave. Ça m'apprendra à faire du noir sur blanc. Dans lequel on organise un plateau historique en partie basse, la zone qui finalement est classée en monument historique, parce que à nouveau je passe les détails, mais Letchimy, pour essayer de bloquer Marie-Jeanne, a pris la main de Césaire pour écrire au ministère pour dire que le lycée Schœlcher, il fallait le classer comme monument historique. Le ministère est vachement embêté parce qu'il s'est trouvé avec un monstre de 2,5 hectares qui tombe en ruine. C'était pas trop son idée. Et donc, ils finissent par classer, puisque notre projet avait gardé les petites maisons du départ, de l'entrée, ils classent les maisons de l'entrée. Et du coup, c'est en train d'être restauré à l'identique historiquement. Et donc, c'est notre plateau de départ. Le plateau suivant, on fait un plateau d'interface. Et le plateau de fin, où se trouve le vrai lycée, on va mélanger les deux bâtiments et on va garder que les pignons. Et voilà en gros à quoi ça ressemble à l'arrivée, avec les bâtiments de l'entrée que vous voyez qui sont en train aujourd'hui d'être restaurés, mais qui seront très rouges et très jaunes, comme vous voyez. La zone d'interface, le plateau intermédiaire, où on a reconstruit en utilisant le même vocabulaire, mais en l'aménuisant, en utilisant beaucoup moins de moulures, beaucoup moins de détails, beaucoup moins de couleurs. On a reconstruit les mêmes bâtiments à l'endroit où ils étaient à l'origine, mais tout d'un coup, ça devient une zone de transition entre les deux. Et à l'étage supérieur, on trouve, voilà, là on le voit bien, les pignons. Alors, les 4 bâtiments, naturellement, vous avez vu, 1, 2, 3, 4. Et derrière, on trouve les 3 pignons, voilà, des 3 bâtiments de l'époque. C'est-à-dire qu'on trouve, aujourd'hui encore, on me dit, mais finalement, vous n'avez pas fait grand-chose, vous avez restauré l'ancien. Et pour moi, c'est le meilleur des compliments, quoi. Voilà. Dernier exemple, et puis on arrête, c'est l'histoire de la rue. Quand on fait un projet, je vous disais tout à l'heure, j'ai toujours sous le coude des amis anthropologues, sociologues, etc. On a fait des enquêtes, on est allé visiter d'autres lycées, on a vu du monde. Et ce qui est remonté assez vite, c'est que les enfants ne sont pas du tout dans les cours. En France, toutes les écoles, du CP jusqu'au lycée, c'est toujours autour d'une cour. Et autant ça fonctionne bien au collège, autant au lycée, il n'y a personne dans les cours, c'est vide. Et les enfants sont tous dans les couloirs, dans les escaliers, un peu dans les trucs. Et donc, ce qui remonte assez rapidement dans l'analyse, c'est que la période de l'adolescence dans laquelle se trouvent les gamins au lycée fait qu'ils ne sont plus du tout dans le phénomène des bandes, ne sont plus du tout dans une logique des regroupements et des démonstrations des forces dans la cour qui serait la cour du PIT, et ils sont plutôt dans la construction de leur individualité, dans leur être profond. Et de ce fait, les liaisons ou les relations avec les autres, c'est toujours des relations par petits groupes, et de ce fait, nécessitent d'être un peu cachés, un peu dans les recoins et compagnie. Et donc, nous décidons, au bénéfice, justement, en profitant du terrain qui est une terrasse magnifique sur la baie des Forts-de-France, on profite pour dire, on oublie la cour, il n'y a pas de cour dans ce lycée, il y aura une rue. La rue va être l'interface entre la cour et la ville, et le lycée va s'organiser de telle manière que les enfants vont déjà avoir un pied dans l'urbain, un pied dans une logique qui sera la leur plus tard, et déjà plus dans la logique dont je vous disais. Donc je vous montre, voilà la rue. On va visiter le lycée tout à l'heure.
Donc je vous donnerai tous les détails techniques sur place. Mais pour que vous voyez, parce que à mon grand regret, la visite s'est faite cet après-midi, il n'y a pas classe. Donc vous verrez le lycée vide, mais je voudrais que vous le voyez comment il est en fonctionnement. Voilà la rue où il se passe des tas de choses. Les rues, naturellement, se suivent sur les étages. On arrive sur l'espace central où se croise la grande entrée avec la rue. Ces espaces sont toujours utilisés pour une chose ou pour autre, mais c'est vraiment des vrais espaces urbains. C'est comme ça que vous allez le voir, je regrette, mais voilà. Mais c'est plutôt ça dans la réalité. Voilà. Et vous voyez, les escaliers, c'est toujours... ils sont toujours là, voilà. Ça on l'a retrouvé, mais c'est ça qu'on avait voulu. Voilà. Donc la rue, elle devient un espace de vie à des multiples usages simultanément, et les uns bruyants, les autres moins. Et comme elle fait 250 mètres, elle s'offre à tous ces... Voilà. Voilà. Voilà, mais ça, vous allez pouvoir le voir tout à l'heure. Voilà. Et vous voyez comme même les bâtiments de salles de classe aux étages, ils sont intégrés dans l'espace de la rue et ça fonctionne comme des petites rues parallèles, elles-mêmes formant part de l'espace social de l'ensemble. Vous voyez, il y a des concerts, on peut jouer aux échecs d'un côté, faire un petit concert de l'autre. Voilà. Là, c'était le jour de l'inauguration. C'était rigolo parce qu'on a vu le préfet danser. Voilà. Et on arrive, en fait, la rue, elle aboutit à l'autre bout sur le réfectoire, voilà, qui enroule l'ensemble. Voilà. Et ça ressort. Voilà. En fait, la rue était organisée de telle manière que les vents dominants, on a la zone la plus calme au vent, pour que les bruits soient chassés dans le sens de la gêne. Et donc, de la partie où il y a la bibliothèque, les grands avec l'école d'ingénieurs, etc., au vent, on va aller au fur et à mesure vers la zone la plus bruyante qui est au fond le réfectoire et le gymnase. Voilà. Voilà. Là, c'est des choses... Voilà, on n'a pas le temps de tout ça. Voilà. Et dernier point, j'ai encore 5 minutes. Non? C'est fini? Enfin. C'est surtout après les échanges avec le public. On parlera du théâtre quand on sera sur place cet après-midi. Allez, merci beaucoup. À plus tard. Mais attends, il ne faut pas partir. Parce que merci beaucoup à Gustavo. Il faut rester là, s'il vous plaît. Effectivement, on verra ça à 15h. On se retrouve pour la visite de l'après-midi au lycée Georges. Et comme disait Gustavo, à Volga Plage, on se retrouve à 19h pour un échange autour de la frugalité caribéenne avec Ebati et la Maison de l'Architecture. Mais avant de partir, est-ce que quelqu'un voudrait commenter? Quelqu'un en question? Là-bas, il y a quelqu'un qui a levé la main. David a le micro. Alors, merci déjà pour cette masterclass un peu trop rapide parce qu'on a envie de continuer. Moi, ce que je voulais juste préciser, c'est que l'anthropologie de l'espace, c'est quelque chose de théorisé, entre guillemets, encore par les Blancs. C'est-à-dire que les gens vivent, ils ne se posent pas la question de comment ils vivent. Ils vivent, c'est tout. C'est-à-dire que leur espace leur ressemble, mais parce qu'ils sont vivants. Et donc, théoriser sur comment aménager les choses pour les gens, ça ne peut apporter que des erreurs. Enfin, on a vu les erreurs des HLM, les erreurs de l'orientation de la véranda, voilà. Mais il y a aussi une partie qu'on n'a pas vue dans ce que tu as dit et que moi j'ai ressenti en grandissant en Guadeloupe, c'est que rentrer dans un niveau social de plus en plus important,
fait perdre les notions d'espace qu'on avait quand on avait moins d'argent. C'est-à-dire, je m'explique, la cour ou le jardin avait son utilité qui était alimentaire au départ et puis après qui est devenue embellie par les fleurs. Et puis plus on avait de l'argent, plus la cour ou le jardin rétrécissait au profit du béton, du carrelage, parce que fallait carreler pour mettre la voiture et pour la laver sans marcher dans la boue. Enfin, tu vois, il y a des choses qui disparaissent au fur et à mesure qu'on rentre dans une société de consommation et qui ont tendance à revenir quand on a fait le tour de la question. C'est-à-dire que quand on a fini par carreler la cour et qu'il fait chaud sur la véranda, on s'est dit, ouais, peut-être que c'était pas une bonne idée finalement, on va enlever le carrelage. Mais voilà, il y a cette partie-là aussi que j'aurais aimé qu'on développe dans la notion d'anthropologie de l'espace, qui est comment on vit la maison quand on commence à avoir des moyens financiers de plus en plus avantageux, on va dire. Alors, deux choses à ta question. La première, c'est que la théorisation de cette histoire n'est pas, ça ne concerne pas, tu as bien compris, ça ne concerne pas les Blancs, ça concerne toute société. L'hypothèse que je fais, c'est que cette boucle, ce triangle qui fonctionne entre les institutions, la narrative et l'espace bâti, elle s'applique à tout système social, quel qu'il soit. Et l'important, ce qui me semble important de mettre à disposition de vous aujourd'hui, c'est que en tant qu'architecte, vous intervenez sur un espace, vous ne pouvez pas négliger cet aspect des choses. C'est-à-dire que tu vas chez le dentiste, et même si tu trouves très joli qu'il te mette une canine à la place d'une molaire, il faut absolument que tu respectes ce que tu es en train de faire. Et de la même manière, quand tu interviens où que ce soit, tu es en train de remplacer un élément par un autre, et il faut rester dans la cohérence sémiologique de l'ensemble. Tu peux faire quelque chose de particulier, etc., mais si tu n'es pas dans la cohérence de l'ensemble, tu génères un désastre. La deuxième chose par rapport à ce que tu dis, c'est qu'il est vrai que le mimétisme fait qu'au fur et à mesure qu'on s'identifie ou qu'on veut ressembler à des classes sociales qu'on imagine plus hautes, plus intéressantes, etc., on va simuler un mode de vie qui est le leur, qui n'est pas le nôtre, et au fur et à mesure, on va négliger des choses. À Volga-Plage, c'est quand même étonnant, il n'y a pas un brin d'herbe, il n'y a pas d'arbre. C'est que, et justement, les seules herbes qu'on trouve, c'est dans les vases de fleurs, c'est la décoration. On ne fait pas de l'alimentaire, on est en ville, monsieur. On n'est pas ici pour faire du jardin, on n'est pas ici parce qu'on est des pauvres qui devons vivre de notre travail quotidien. On est en ville, et du coup, pas d'herbe, pas de plantes, pas d'alimentaire, pas de vivriers. Et au fur et à mesure que tu montes, c'est la même chose. C'est-à-dire on va remplacer le vivrier par des fleurs et les fleurs par du béton parce que justement, même ça, le béton, c'est la ville. Et donc, quand tu es rentré dans ça, tu es sûr que tu es aliéné. Et si tu as perdu là où tu viens, c'est qu'il y a un problème, quoi. Et donc, notre boulot d'architecte, c'est d'accompagner les sociétés pour qu'elles trouvent leur chemin vers elles-mêmes. Pas vers là où nous pensons, mais vers elles-mêmes. Et donc, quand on intervient sur un client, on travaille avec lui pour l'accompagner vers ce qu'il est, parce que les clients te racontent toujours des bobas, ils te disent qu'ils sont comme ci, ils sont comme ça, et tu leur fais des espaces magnifiques, mais la première chose qu'ils font, ils font une décoration à chier, pardon, et tout est foutu en l'air, parce que ce n'est pas leur réalité. Et on ne construit pas pour se faire plaisir, nous, on construit pour que leur mode de vie puisse évoluer, se faire au mieux possible. Alors. ¿Sí? Vale. Sí, hola. Bueno, hablo en castellano. Muchas gracias por la ponencia. Bueno, yo sí que quería comentar lo que comentabas en un inicio de que, bueno, claro, que el lenguaje, ¿no?, genera, bueno, no entiendo mucho el concepto de instituciones, quizás también es por un tema de traducción, pero entiendo esto, ¿no?, que al final una visión del mundo, ¿no?, es lo que genera un lenguaje genera un espacio y ese espacio genera ese entorno construido, ¿no? Y el cómo, bueno, ese también se produce como ese círculo porque al final también ese entorno construido acaba revirtiendo sobre el lenguaje y sobre esa visión del mundo, ¿no? Y como comentaba la compañera, claro, sí que hay un momento en el que se introducen ya sea el dinero, una cuestión social, una cuestión económica, que se puede ir cambiando esa materialidad, pero yo creo que lo importante es que sí que tengamos presente cuál es
el uso y el significado que tiene ese espacio, ¿no? Entonces yo lo que quería preguntar es si de esta experiencia que habéis tenido en la plage, ¿no? Volga Plage. Sí, si habéis podido recoger material, más allá de la materialidad, ¿no? de los usos que se hacen de ese espacio, porque independientemente de que una pared sea de hormigón o sea de piedra, el espacio se utiliza de un modo o de otro, ¿no? Es como ahora que estamos sentados pues todos en fila y mirando hacia ti, ¿no? Si quizás si estuviéramos en círculo sería muy distinto, ¿no? Pero independientemente del tipo de silla que tengamos, ¿no? el espacio lo usamos, podemos mantener ese uso del espacio, porque en concreto claro, yo no conozco la realidad de aquí del Caribe, ¿no? Pero en Guinea Ecuatorial sí que hay gente que a pesar de hacer ese salto social, siguen manteniendo el uso tradicional del espacio. Que a ver, que no es estático, evidentemente las culturas como van evolucionando tampoco podemos pensar que lo auténtico tiene que ser estático, ¿no? Pero bueno, la pregunta era esa, ¿no? Si habíais podido recoger esos usos que se hacen del espacio. Sí, por supuesto. Dès l'origine, le travail a été d'aller chercher exactement comment ça fonctionne. Je n'ai pas eu le temps de vous présenter, mais ça a duré plus de 2 ans d'enquête, de travail, parce qu'on ne rentre pas dans ces quartiers-là aisément. On n'est pas adopté par les gens du quartier, ils ne se livrent pas facilement. On est tout de suite confronté à des questions de drogue, des questions des vols de voitures. Vous savez, dans ces quartiers, on trouve essentiellement des ateliers mécaniques. Tout le monde trouve ça rigolo et bizarre. Pourquoi il y a tant d'ateliers mécaniques? En fait, c'est là qu'on maquille les voitures ou les motos volées, etc. Donc, et il y a des affaires naturellement des drogues et autres qui font que c'est des zones délicates à investir. À côté de ça, il y a aussi une présence très forte des églises, les adventistes, les évangélistes, la religion catholique, etc. sont présents, qui cohabitent avec les gars des affaires, avec les sorciers, avec les séanciers, avec toute une série des personnes qui protègent le quartier autour du quartier lui-même, etc. Donc toutes ces réalités-là, nous, on les a absorbées. Et ce que nous savons et que nous avons compris, c'est que nous ne pouvions pas venir forcer le quartier à aller dans un sens ou un autre. Ce qui est important, pour moi, ce que j'ai essayé de vous faire comprendre, c'est que quand vous avez un truc comme ça entre les mains, il faut apprendre à se retirer doucement et de dire, voilà, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ça a grippé à un moment donné, pourquoi ça s'est bloqué. Et si on trouve la solution pour le dégripper, pour le libérer, le quartier va continuer à vivre de son chemin. Quel sera ce chemin? J'en sais rien. Aujourd'hui, vous allez le voir ce soir, le quartier a généré tout un espace culturel, une série de choses qui sont très intéressantes, mais qui sont vraiment des alternatives par rapport à ce qu'on fait nous dans le côté civilisé de la ville. Mais c'est plus à nous de le savoir, c'est au quartier de se développer comme il l'entend. C'est plus l'architecte qui intervient. Quelqu'un d'autre intéressé, Claude? Ah, il y a María Samaniego aquí. Pero paso a María y después Claude. ¿Primero yo? Sí. Bueno, has descrito algunos, bastantes conceptos muy interesantes a lo largo de la charla. Felicitaciones y gracias por también poner en crisis o traer a discusión o a diálogo estos conceptos tan interesantes. Me interesa preguntarte o hablar un poquito más sobre el tema del paisaje. Tú dices que el paisaje es un invento, bueno, obviamente no es que tú lo dices, es así, es un invento de hace unos 2 o 3 siglos, ¿no? Que es como el landscape, el tema del landscape. Entonces, es esta relación que tiene la arquitectura y que tenemos las personas frente a la naturaleza, cómo nos relacionamos con ella. Y entiendo lo que tú dices, que es un concepto establecido. Ahora, hay un nuevo término, no sé si es nuevo, pero se habla de esto del paisaje urbano. ¿Qué opinión tienes en relación a esto? ¿Cómo lo ves? ¿Es otro tipo de paisajes, otra relación con la realidad construida, también con la naturaleza, también con las distintas capas que tiene la ciudad? ¿Cómo lo ves? Quisiera saber. Mira, sí, se va a ir muy lejos el asunto y
No, la cuestión del paisaje evidentemente está directamente ligada, elle est liée, pardon, je switch, elle est liée à la question de l'homme moderne, de l'individu, en tant que sujet principal de la société, et donc elle est assez récente. Foucault dit que c'est une invention qui a à peine 200 ans et qui va disparaître dans les quelques dizaines d'années à venir. On va finir par perdre cette idée d'individu tout-puissant, et la preuve, c'est que la nature est en train de nous le dire. De l'autre côté, l'idée même des natures, les anthropologues sont assez formels aujourd'hui pour nous rappeler que la séparation entre culture et nature, c'est vraiment quelque chose de très spécifique du monde occidental, et que dans les autres sociétés, que ce soit totémiste, que ce soit animiste ou autre, cette différence-là, cette séparation n'existe pas. Alors, donc il faut qu'on apprenne nous-mêmes à savoir où on se positionne. Au moment où l'Occident est en train de perdre sa grande gueule par le fait de ses incapacités à arranger le monde et à promettre, enfin pas à promettre, mais en tout cas à donner une vie meilleure à tous, il va falloir qu'on se repositionne, qu'on se repose des questions sur ça. Mais je te promets qu'on va faire une discussion spécifique sur ça. Jacob. Oui, merci Gustavo, pour ces paysages que je connais bien, parce que on se connaît très bien, on a beaucoup fait de l'anthropologie de l'éphémère ensemble. Et question très simple, si c'était à refaire, c'est quoi? C'est 35 ans, n'est-ce pas, à peu près? Qu'est-ce que tu referais et qu'est-ce que tu ne referais pas? Ce que je ne fais pas, c'est confiance aux politiques. C'est que j'ai eu la faiblesse. J'ai eu la faiblesse de croire à ce moment-là. Et je crois que pas seulement on aurait poussé le quartier à se révéler, à se prendre en main tout de suite lui-même, parce que les politiques nous ont fait croire qu'ils allaient jouer le jeu, notamment pour l'économie, notamment pour fermer les yeux sur le système de l'économie parallèle qui circule dans le quartier. Vous ne pouvez pas faire partir un quartier comme ça du jour au lendemain vers la légalité. Donc il faut que le gouvernement accepte pendant 5-10 ans de fermer les yeux sur certaines choses pendant qu'elles s'arrangent. Donc c'est un travail de longue haleine, mais c'est un travail politique à faire avec les gens pour qu'eux-mêmes soient les politiques qui se prennent en charge. Mais ne pas faire confiance ni à l'État, qui vient avec sa logique hygiéniste de nettoyer tout ça avec ses règlements passés des modes à éventrer les quartiers, ni aux politiques locaux qui se servent de ce genre de situation pour se faire mousser eux-mêmes. Et aujourd'hui, comment on fait? Mais aujourd'hui, on fait confiance à Anissé Soquet et à son équipe de qu'ils arriveront à se reconstruire une société propre, et que cette alternative de vie qu'ils ont en main, ils arriveront à la proposer de manière à la mener à terme.